Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là ce matin et d'avoir accepté de décaler, puisque ce film était à la base prévu à 17h et que ça a fait un petit coup à tout le monde de savoir qu'il fallait se lever à 10h ce matin. Donc on est ravis d'être là pour parler du coup progrès technologique, solution ou illusion. Donc avant de rentrer dans le vif du débat, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Donc, Maxime Effoui, tu as fait une formation d'ingénieur aéronautique et spatial et tu as décidé de quitter l'exploration des planètes lointaines pour te consacrer à les nôtres. Donc, tu travailles maintenant au Shift sur les enjeux du numérique, de l'industrie et de la ville depuis le plan de transformation. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce qui a motivé ton choix de te concentrer sur la planète Terre ? Oui, je vais faire la version courte parce qu'il y a une version très longue. Mais concrètement, du coup, moi au début, je suis parti vers le spatial parce que je voulais travailler dans le spatial. Et je voulais travailler dans un spatial très exploratoire. Hein. Donc en fait, moi vraiment, je suis un produit de ce genre d'imaginaire. Un truc où on va un peu loin, où on envoie une sonde, on mesure des trucs. Enfin voilà, pas le spatial commercial du coup d'Elon Musk ou ce genre de trucs. En fait, pour le faire court, du coup, il y a ce qui m'animait dans ce spatial-là, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue technique, parce que c'est quand même un domaine technique où, quand on leur parle d'optimisation sous contrainte, bah, ils savent très bien ce que c'est, enfin, ils connaissent la limite indépassable. Et donc, d'un point de vue philosophique, parce que bah, c'est des gens c'est les premiers qui ont pris un recul physique géographique sur la planète. Donc, il y a une conscience écologique qui est assez forte dans ces milieux du spatial. Et aussi, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de servir ce type d'imaginaire, c'est-à-dire de permettre l'exploration spatiale, c'était de m'intéresser aux problématiques climatiques et de ressources sur Terre. Dans le sens où ça ne me dérange pas, on pourra en débattre après, ça ne me dérange pas d'avoir l'impression de servir ce type d'imaginaire, que je pense non technosolutionniste, parce que je pense que les évolutions que ça nécessite en termes de compréhension d'un écosystème, hein, parce que si on veut faire une bulle sur une planète, comme on va faire sur Mars, avec des plantes qui poussent dedans pour respirer, faut comprendre l'écosystème d'une manière qu'on est complètement incapable de faire aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire, donc on a besoin de temps pour comprendre tout ça, qu'on a besoin d'une approche scientifique qui est beaucoup plus holistique et donc qui recoupe pas mal des prérequis en fait à traiter les problématiques environnementales aujourd'hui. Et il faut du temps. Et il faut du temps parce que la science, ça prend du temps. La connaissance, ça prend du temps. Donc ça veut dire que servir ce type d'imaginaire, si en fait on veut vraiment qu'un jour on puisse faire de l'exploration spatiale, ça nécessite d'avoir du temps et une compréhension scientifique de la nature. Et ce temps, on ne peut pas se l'acheter si on n'a pas un peu sécurisé le QG, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on extrait des ressources, on les consomme, et on sait que c'est pas pérenne. Et du coup, si on veut avoir le temps de construire des trucs qui sont de cette ampleur imaginaire, on est obligé de travailler à la pérennisation de à la construction d'un système qui soit durable au sens propre du terme, c'est-à-dire qui puisse durer, quoi, qui puisse nous offrir le temps de continuer à pouvoir réfléchir à des trucs qui servent à rien sur le moment, mais qui serviront un peu plus tard. Voilà, étudier les mycéliums qui vont se développer quelque part entre les racines, étudier comment vole un oiseau, quels sont les échanges d'énergie entre une rivière et puis la prairie qui est à côté. Bon, ça demande du temps. Et il faut pas avoir faim non plus. C'est bien de ne pas avoir froid pour pouvoir faire ça. Et donc, ça nécessite de travailler sur les problématiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui. C'était la version courte. C'est ce que j'allais dire. Super, merci. Laurent Ladbry, toi, tu es également ingénieur de formation. Tu as travaillé dans des grands groupes et des cabinets ministériels. Et aujourd'hui, tu es aussi dans une double vie entre consultant en stratégie d'innovation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise l'intelligence collective pour résoudre des problématiques complexes, et également auteur de science-fiction. Donc, comment est-ce que tu gères cette double vie ? Je croyais jamais de double vie, il n'y en a qu'une seule en fait. Hein. On essaie de la mettre en accord avec ses convictions profondes. Donc effectivement, moi je suis auteur et ça c'était prévu, je pense, depuis le départ. Quand on devient auteur, en fait, on l'était déjà depuis longtemps, à un moment sur mon travail.
Et puis sur, on va dire, ce que je fais on va dire, pour me rendre utile, pas simplement quand un livre paraît, mais tous les jours. Là, en fait, je me suis consacré à quelque chose qui me semblait vraiment important, c'est en fait les problèmes de décision collective. Comment est-ce qu'on fait pour fédérer, pour faire adhérer un grand nombre de gens à des problématiques complexes, parfois des décisions qui sont difficiles à prendre. Voilà. Super, ça correspond bien aux problématiques actuelles du coup. Alors peut-être avant de commencer un peu le débat, j'aimerais bien vous demander votre réaction un peu à chaud sur le film, parce que c'est souvent un film qu'on présente comme la quête d'une planète B après avoir rendu notre propre planète inhabitable. Est-ce que c'est la lecture que vous en avez, ou est-ce que vous en avez une autre? Je sais pas, Maxime, si tu veux réagir. C'est pareil, je vais me retenir, je ne vais pas faire trop long. Moi, je ne vois pas du tout ce film comme un film techno-solutionniste pour, on va dire, une raison principale, c'est qu'il il s'est construit avec un souci de l'exactitude scientifique qui a été mise en avant dans le marketing, etc. Voilà, il y a vraiment eu un travail scientifique pour l'exactitude des phénomènes physiques qui sont décrits, en tout cas aux connaissances actuelles. Et dans le film, il y a quelques trucs où on se dit, mais du coup, avec cette approche très, très techno-scientifique, il y a quelques endroits là où on a des passages où on parle d'amour et on ne comprend pas trop ce que ça fout là, ça dénote un peu. Et moi, je pense que c'est pour ça que ce film n'est pas techno-solutionniste, c'est que si on résume la trame et qu'on essaie de comprendre ce qui permet à l'humanité de quitter la planète, c'est de la magie. Voilà. Donc c'est l'amour, c'est des êtres, c'est un truc qui se passe dans un trou noir. Enfin, donc ce qui permet vraiment la rupture technologique, l'histoire, c'est qu'on cherche une technologie pour quitter la planète et c'est littéralement impossible. Et ça devient possible à partir du moment où on commence à faire de la magie. C'est tellement invraisemblable, alors c'est scientifiquement non démontable, hein, mais le fait est que c'est tellement invraisemblable qu'on peut mettre ça dans la zone dans laquelle on met de la magie, quoi. Et du coup, il n'est pas techno-solutionniste, parce qu'en fait, il n'est pas en train de dire « Ouais, vous inquiétez pas, ça va aller ». Non, ça va aller quand même si on arrive à rentrer dans un trou noir, à faire bouger l'aiguille d'une montre, à survivre, à rentrer dans le trou noir, avoir un trou de verre aussi, accessoirement, qu'on n'a jamais observé. Bon, voilà. Donc il n'appelle pas un sursaut technologique, en fait, ce film. La situation d'énonciation de ce film, c'est la technologie, ça ne marche pas, on est en train de mourir. Et les meilleurs scientifiques, la NASA, sous terre, etc., ce truc, ils ont vraiment utilisé tous les codes du techno-BA, en fait, qui peut vraiment croire qu'on est en train de résoudre le problème. Mais en final, ce type, on se rend compte qu'il a toujours su que, bien sûr, qu'on ne peut pas. À quel moment vous avez cru qu'on allait pouvoir partir de la Terre? Non, on peut envoyer des petites souches et espérer qu'elles poussent quelque part, mais c'est tout, quoi. Et du coup, moi, c'est cette lecture que j'en ai de ce film, c'est que c'est juste qu'ils prennent une situation d'énonciation, ils l'extrapolent et ils s'en servent pour mettre l'humain dans des situations qui sont complètement aberrantes. Ils ont quand même mis en image la relativité, ce qui n'avait jamais été fait. C'est un beau tour de force narratif. Et à partir de ça, on revient et on commence à poser des questions sur mais en gros, du coup, c'est quoi qui fait de toi un humain, quoi? Et on se rend compte que tous les personnages, ils ont juste un type d'amour différent, donc un type de lien social différent. Il y a Cooper qui a l'amour pour sa fille. Il y a Dr. Brandt, c'est ça, qui a l'amour pour son père. Son père qui, lui, a l'amour de l'espèce, c'est-à-dire que l'individu n'est pas important pour lui, mais c'est un type d'amour, c'est ce qui lui fait, c'est ce qui le rend humain. Et on a, voilà, et le Matt Damon, là, je me souviens plus, le Dr. Mann, qui, lui, a l'amour pour l'individu lui-même. C'est ça qui le... Et du coup, il y a ces différents... Voilà, c'est juste ces différentes considérations de l'être humain qui sont juste mises en place. Pourquoi? Pour questionner la place de l'humanité comme elle se considère. Et c'est juste... Enfin, voilà, je pense que ce n'est pas du technosolutionnisme, c'est vraiment dresser... réduire l'humanité à ce qu'elle est, c'est-à-dire plein de petits bonshommes et de bonnes femmes qui ont des liens sociaux et qui ont en fait besoin d'un écosystème dans lequel ils ont une place pour survivre. S'il n'y a pas ça, on n'en sort pas. Voilà, c'est ma lecture. C'est très intéressant. Laurent, tu veux rebondir Pour moi, c'est un des plus grands films qu'on ait fait dans les dernières années, et peut-être en fait un des plus grands films de science-fiction qu'on ait jamais fait. Je pense que c'est un des rares films qui puisse rentrer en compétition avec...
avec le culte qu'on a pour 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense qu'il y a même encore peut-être plus à comprendre dans ce film, plus à débattre, plus à assimiler en tant que spectateur. Et donc, ça demande d'être visionné plusieurs fois, comme tous les films de Nolan d'ailleurs. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'effectivement, la narration est très simple. On rentre comme ça avec une sorte d'enjeu qui a l'air presque un peu idiot. Et en fait, on est plongé dans les plus grands mystères, pas simplement de la science, mais enfin de ce qui échappe à la science. Ce que tu disais, la magie. En fait, moi, je le vois pas forcément exactement comme une magie. Moi, j'ai l'impression que il pousse en fait sa réflexion sur ce qu'est la science tellement loin. En fait, il remonte tellement loin dans le temps sur ce qu'elle a été dans les 500 dernières années, et il la projette avec tellement de talent et de simplicité dans ce qu'elle va peut-être accomplir encore, c'est que les trois plus grands mystères, c'est-à-dire ceux que la science finalement écarte, parce qu'elle sait que c'est pas ce qu'on appelle nous la science, on va dire ce type de connaissance, elle sait qu'elle n'est pas de taille, donc c'est l'amour, tu l'as cité, la nature de la conscience et la mort. Les trois en fait sont là, sont véritablement la toile de fond, plus encore même que la science et la technologie telles qu'on les connaît aujourd'hui, pour rentrer dans ce film, ce qui en fait quelque chose d'incroyable et d'humain et d'aussi émouvant à regarder chaque fois. Donc moi, alors après, sur technosolutionnisme, puisque c'est ça qui lance le débat, en fait, je déteste ce mot. Je le trouve, en fait, je le trouve presque indigne du niveau de maîtrise, de conscience auquel on est arrivé aujourd'hui. Et très souvent, je ne peux certainement pas parler de ce cercle et certainement pas du shift, qui incarne le contraire de ce que je vais dire, mais très souvent, technosolutionnisme, c'est toujours prononcé par des gens en fait ignorants. On est toujours ignorant, l'ignorant de quelqu'un. Mais enfin, technosolutionnisme, c'est toujours dit avec de l'ironie dans la voix. Aucune admiration pour ce qui est accompli, aucune aspiration, aucune ambition pour ce qu'il y a encore à comprendre. Et moi, c'est pour ça que ce mot me fait très très peur. Et ce film, je trouve qu'en fait, c'est la réponse parfaite à ce mot. C'est quand on est scientifique, quand on a fait des études scientifiques, quand on s'est vraiment posé la question sur ce que c'est une théorie scientifique, bon, déjà, on a abandonné le fait de croire à la vérité, on va dire, telle qu'on y croyait quand on avait 12 ans. Et surtout, en fait, on se construit un monde où on sait qu'on va essayer des choses, on va construire une vision organisée, on va la confronter, on va toujours revenir à l'expérience que tu exprimais tout à l'heure, ce que tu as dit aussi, qui me semble très juste. On va passer du temps à contempler des systèmes pour essayer d'en tirer une sagesse, des règles de fonctionnement qui nous semblent à peu près sûres. On a tout ça dans ce film. Donc ce film, je pense que si propagande il y a, c'est la meilleure propagande pour que des petites filles fassent des mathématiques et deviennent physiciennes. Je vais juste finir sur une chose, dans un de mes livres, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, il y a un des personnages qui en demande à un moment, mais c'est quoi la civilisation? Et alors il répond, la civilisation, c'est quand les trains arrivent à l'heure et que les petites filles vont à l'école pour apprendre des mathématiques. Voilà, donc je pense que ça rentre un peu en connexion avec la philosophie du film. Super. Que toutes les filles aillent faire des mathématiques alors. Peut-être que pour rentrer un peu dans le vif du débat, même si on a déjà un peu commencé, on peut essayer de redéfinir ce qu'est justement le progrès technologique. Et avant de demander aux intervenants, j'aimerais bien vous demander dans la salle ce que c'est pour vous que le progrès technologique, parce que aujourd'hui ce mot il veut un peu tout et rien dire, et il y a beaucoup on fait beaucoup d'amalgames en fait. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir et dire ce que ça leur évoque? Merci. J'essaierai pas de définir moi-même ou avec complexité ce qu'est pour moi le progrès technologique, mais la réponse, c'est dans l'intitulé. Il y a la notion du progrès et la notion de technologie. Si on pose la question du progrès d'une façon plus large, holistique, comme vous disiez, ou quelque chose de plus grand, là, ça devient plus complexe. Le progrès, aujourd'hui, on peut le remettre en question. Est-ce que l'humanité a progressé? Est-ce que le fait d'avoir eu tous ces progrès technologiques nous a offert une meilleure situation, une meilleure condition terrestre? Après, là, du coup, progrès technologique, on pose la question. C'est la question de la technologie, de la science dure et pure pour elle-même, finalement. Voilà, pour moi, c'est ça l'important, c'est de dissocier les deux, au départ. Et après, de discuter de ce qu'est le progrès technologique.
Ouais. Est-ce qu'il y en a, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit pour aussi nous aider à redéfinir le progrès Je vais technologique? commencer. Oui, c'est vrai que très justement, progrès technologique, on a deux choses en fait à regarder, et dedans, en fait, on a cette notion de progrès qui est incroyablement subjective, alors qu'elle a l'air très très simple à penser. C'est dans le vocabulaire d'absolument tout le monde. Alors c'est vrai que quand je la reçois, je me rends compte que souvent j'ai eu des conversations à ce sujet qui tournaient un petit peu en boucle parce qu'en fait on rebondissait entre deux notions, c'est-à-dire en fait l'avancée de la maîtrise technologique, et qui en fait se traduit par un accès plus grand d'un plus grand nombre à un confort ou une facilité de vie ou une réduction de la charge, quelle qu'elle soit. Voilà, que ce soit travailler moins, ne pas envoyer des enfants dans les mines, laisser ça à des machines, ou simplement d'avoir quelque chose qui se souvient pour moi dans ma poche, comme ça, et qui va sonner quand j'aurais dû moi-même me réveiller ou me souvenir. Donc ça, effectivement, on peut appeler ça du progrès, parce que ça véhicule une très très grande quantité, en fait, je veux dire, ça a évacué tellement de problèmes. Comment ne pas appeler ça du progrès? Mais à côté, on se rend compte que, même si on n'envoie plus les enfants dans les mines, on n'a pas forcément construit une humanité qui a le désir de se réaliser pleinement, de trouver sa voie, des individus qui finalement trouvent leur place dans un ensemble qui comprend et la société et aussi la nature, peut-être aussi même le mystère, c'est-à-dire ce qu'il y a au-delà, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive même pas forcément à nommer. Et là, on se sent, du moment que je pense que dans les dernières secondes, peut-être oui, on est tous incroyablement seuls, malgré cette gigantesque accumulation de savoir-faire, de technologie. Donc moi, le mot qui me vient à l'esprit, en fait, pour arriver à qualifier véritablement le progrès, et je pense qu'il peut un petit peu servir de guide pour savoir si oui ou non on s'en écarte ou on s'en rapproche, c'est le mot de dignité. Je crois qu'en fait, c'est ça la mesure du progrès. C'est combien de dignité une avancée, ou même une ascèse, ou même le fait de se retirer peut-être de cette proposition d'avancer, combien de dignité il va dans ce changement. Quand on commence à penser les choses comme ça, c'est un petit peu plus simple. Là, vous voyez que l'enfant qu'on arrive à enlever de la mine, là, on se dit, bah oui, ça, j'ai pas forcément très envie de retourner en arrière si dans cette arrière, il y a encore ça. Il y a quelque chose qui, pour moi, est une indignité. Si véritablement, je demande à une personne dans une famille de mourir à la tâche pour laver le linge de tout le reste à la main, je ne sais pas si ce sera véritablement un retour à quelque chose de plus digne. Si, en tout cas, moi, j'utilise la technologie qui m'est donnée pour fabriquer, pour construire un modèle de société où les gens ont peut-être un petit peu plus envie de se tourner vers ce qui les rend plus dignes. Moi, personnellement, j'ai une idée. Si vous me demandez, j'ai envie de dire que lire certains livres, travailler, passer du temps à débattre de façon civilisée avec les autres, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'amène personnellement à plus de dignité. Je le souhaite aussi aux autres. Je crois que collectivement, on a peut-être à se poser cette question. Qu'est-ce qui nous rend plus dignes? Est-ce que Maxime, tu veux rajouter quelque chose sur la définition du progrès technologique? Oui. Je suis pas d'accord avec Laurent. Et je commencerai bien par faire la différence du coup entre, on va dire, l'innovation, qui je crois est le mot qui correspond le mieux à ce que je veux décrire, et le progrès technologique. Soit. L'innovation, concrètement, c'est faire un truc qu'on ne faisait pas avant. Donc, ça peut être plein de choses. Et ça peut être une innovation sociale, ça peut être une innovation technologique. Bon. Donc, l'innovation technologique, c'est faire un truc, un outil, technologie, qu'on ne faisait pas avant. Et du coup, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a toutes les avancées en médecine et les chaussettes connectées. C'est des innovations. Et du coup, ça, c'est un peu le vivier dans lequel il faut aller piocher pour se construire un progrès. C'est-à-dire que les innovations, c'est des idées. Et après, une fois qu'on a des idées, en fait, la responsabilité est d'aller piocher dans ces idées et de les agencer pour faire un truc cohérent qu'on considère mieux qu'avant. Donc mieux, c'est à débattre. C'est là qu'on débat collectivement. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire du PIB? Est-ce qu'on veut faire du bonheur? Est-ce qu'on veut maximiser le nombre de gens vivants? Voilà, et là, il y a débat collectif. Donc en fait, c'est ce que tu appelles dignité. Je traduirais par utilité sociétale,
qui est un truc subjectif à l'échelle d'une société, hein, c'est des choses qui se débattent, mais on est responsable de la construction de ce progrès. Et en fait, dans progrès technologique, un truc un peu vicieux, c'est comme si on pouvait juste travailler sur l'innovation et du coup se décharger de la responsabilité de construire un progrès. C'est-à-dire qu'on est responsable de la tête de l'état d'après de notre système. C'est nous qui choisissons de donner telle direction, de faire tel choix technologique, etc. C'est pas on innove et puis la technologie, hop, elle nous mène mieux. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. On leur donne des directions, les déploie d'une certaine manière pour servir certaines dynamiques. Enfin, c'est des choix qui se font, quoi. Et quand on les fait pas, en fait, on les fait quand même. Et du coup, je pense que la nuance, elle est importante à cet endroit-là, c'est que quand on est adolescent, on a l'impression que les choses se passent d'elles-mêmes. Et un jour, on se dit ah, merde, en fait, c'est moi qui suis responsable de l'étape d'après de mon existence, quoi. En fait, c'est moi qui suis responsable de ce que je fais et des directions que ça prend. C'est ça le truc. C'est que là, il faut passer du moment où, pendant un moment, on a cru qu'il suffisait d'innover et de faire des trucs drôles et qu'après, mécaniquement, on allait avoir le progrès. Et là, on est en train de se rendre compte qu'en fait, non, pour tout un tas de raisons. Et donc, le progrès, on est responsable. Donc, c'est dans nos mains. Et maintenant, il faut qu'on choisisse ce qu'on prend, comment on les agence. Et du coup, le progrès technologique ne veut rien dire, en fait. Il y a progrès. Et ce progrès est fait de plein de choses. Et donc, les innovations technologiques sont des outils qu'on peut aller utiliser, voilà, pour les combiner d'une certaine manière. Et du coup, j'imagine que... Mais j'ai pas compris pourquoi on n'était pas d'accord, en fait. Je dis qu'on était d'accord. Le masque, Oui, si, j'attendais j'ai la chute. Ah non, justement, j'ai dit que j'étais très Vraiment, d'accord. je suis totalement d'accord. Il y a consensus aujourd'hui. Et du coup, en fait, toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à déterminer quelles sont les technologies de rupture dont on a besoin pour résoudre le problème climatique et pas tomber dans le technosolutionnisme. Et donc, est-ce que vous avez des exemples et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on place les curseurs et comment est-ce qu'on peut déterminer, faire ces choix, en fait? Alors moi, je suis auteur de science-fiction. Donc moi, mon travail, je veux dire, en tant qu'ingénieur, bien sûr, je lis la presse, je lis ce que fait le Shift Project, je m'intéresse à ce qui me semble être, on va dire, l'état des connaissances, des représentations aujourd'hui. Mais mon travail, véritablement, c'est de prendre ces connaissances-là, de prendre ces représentations et, en fait, de faire un petit peu, d'essayer de faire ce que Christopher Nolan a fait. C'est-à-dire de nous pousser dans une sorte de rêve de quelques heures qui soit supérieurement utile à la façon dont on réfléchit ou dont on fait jouer notre sensibilité. Voilà, une œuvre d'art, c'est toujours ça. Quelle que soit, petite, grande, c'est un moment où on va altérer la perception pour dilater le temps, pour y faire rentrer des tas de choses qui, naturellement, ne viennent pas d'elles-mêmes dans notre cerveau. Donc moi, quand je projette cet avenir, en fait, effectivement, la façon dont je le fais, elle essaie de mélanger, je pense, d'essayer de reproduire la vie, donc ça veut dire qu'elle est jamais univoque. Il n'y a pas de solution, ça n'existe pas, une solution. En fait, il y a un problème qui se déforme, comme ce que Maxime vient d'exposer. Et donc là, de ce point de vue, pour répondre à ta question, je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les forces en présence, pour celui qui raconte l'histoire, c'est de voir qu'il y a un projet passé, ancien, incroyablement fort en apparence, mais qui est comme un peu vérolé, mité. Pas mité parce qu'il est plus capable de quoi que ce soit. Il est mité parce qu'on a cessé d'y croire. Parce qu'en fait, collectivement, on est devenu peut-être un peu trop petit par rapport à l'énormité de ce qui a été construit dans les 500 ou 600 dernières années, notamment par notre civilisation. Et donc ça, voilà. Je dirais, si on avait à donner un nom à ces petits trous de mythes dans le vaisseau spatial, ce serait quand même peut-être l'ignorance, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, le grand danger aujourd'hui, le vrai grand danger, c'est l'ignorance. Une ignorance qui prend des masques en plus, qui prend le masque souvent d'une apparence d'information, de connaissance. Il y a une sorte de petite pixelisation, mais sans véritable ancrage profond, sincère, douloureux parfois, pour aller vers la connaissance. Donc ça, c'est le problème. Et on va dire, à côté de ça, moi, j'essaie d'y mélanger de l'espoir. C'est-à-dire qu'à côté, c'est pas parce qu'il y a cette sorte de force rampante qu'on peut pas imaginer d'autres manières d'apprendre, d'autres manières de se souvenir, d'autres manières d'inventer. Et moi, mes livres parlent de ça. Ils parlent de comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce qu'on apprend
dans quelques dizaines d'années? Comment est-ce qu'on invente dans quelques dizaines d'années? Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc moi, si j'avais à imaginer, là je vais redevenir l'auteur de science-fiction, pas celui qui parle de science-fiction, moi j'aurais envie que, par exemple, si j'avais un souhait, c'est que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui soit capable d'inventer une machine à digérer le béton. J'aimerais aussi trouver dans cette salle comme ça quelqu'un qui soit capable de construire une sorte de catalyte qui puisse faire comme ça par adsorption, transformer le CO2 en carbone. Je voudrais aussi des gens qui soient capables de construire au centre des gyres océaniques des complexes industriels gigantesques qui soient capables d'agréger des quantités de plastique qui font que même si je m'arrêtais totalement de creuser le sol pour s'en sortir du pétrole, j'aurais un gisement quasi inépuisable de ces ressources-là, qui aujourd'hui ne sont que les produits dérivés en fait, de l'essence qu'on met dans les machines. Donc voilà, moi c'est peut-être ça que je pense aujourd'hui, si on a un travail à faire, c'est de se remettre à imaginer de façon positive. Le film parlait beaucoup d'espoir. C'est quelque chose qui nous manque énormément aujourd'hui, alors que c'est le carburant le plus essentiel pour arriver à construire ce progrès. Tu veux rebondir? Oui, eh ben, je vais rattraper juste là où tu l'as laissé, je pense. Je suis d'accord qu'en fait, et je pense que les récits technologiques ont un rôle important à jouer au stade où on en est de notre réflexion de reconstruire, enfin, de continuer de construire le monde, on va dire. Dans les problématiques de transition, etc., tout le monde a identifié le besoin de construire des imaginaires d'un monde transité, d'un monde en transition. On a besoin de commencer à fixer des images dessus. Elles sont fausses, on s'en fout. On a besoin de fixer des images dessus pour avoir un but, pour avoir un espoir, pour avoir un cap. Et je pense que les récits technologiques, y compris celui de l'exploration spatiale, d'un certain type d'exploration spatiale, je ne parle pas d'un truc trop extractiviste, mais du coup, je pense que ces récits technologiques, ils ont un rôle à jouer parce que ça motive des forces d'innovation au sens large, pas que technologique. Ça motive des forces d'innovation et on en a besoin pour inventer des nouveaux modèles. Et je vais tranquillement glisser sur ma casquette Shift. Ces récits technologiques, y compris celui de l'exploration spatiale, on pourrait penser qu'ils sont tellement technologiques qu'en fait, ils sont complètement incompatibles avec les problématiques de transition. Voilà, on dit, non, c'est le monde d'avant, enfin, saut 2019, quoi, on n'en parle plus, c'est fin de l'histoire. On peut aussi se dire que... Alors, du coup, c'est ma position, donc j'ai un biais, mais on peut aussi se dire que servir ces imaginaires, et donc ces récits technologiques, si on le fait vraiment sérieusement, alors on est prêt à questionner à quelles conditions ils peuvent potentiellement peut-être exister un jour, plus loin que notre durée de vie. Typiquement, la mobilisation des étudiants sur l'aérien, qui est exactement dans le même positionnement ces derniers mois. Concrètement, ils ont demandé en fait aux responsables du monde de l'aéronautique et de l'aérien de se saisir du sujet, non pas parce qu'ils n'aiment pas les avions, mais ils ont dit justement, en fait, nous, on aime les avions et on ne comprend pas bien pourquoi, si vous êtes vraiment fan d'aéronautique, vous ne traitez pas le sujet, parce que du coup, vous mettez la chose en danger, en fait. En ne traitant pas le sujet, vous mettez la chose en danger. Donc, c'est sans doute qu'en fait, vous n'aimez pas ça tant que ce que vous dites. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant que, qu'en tant que passionné d'un certain récit technologique, la passion pousse à être prêt à en questionner la possibilité, et jusqu'au bout. Sous quelles conditions ? Et sous quelles conditions, du coup, ça différencie les rêveurs des utopistes. Parce qu'on me reproche souvent d'être rêveur et d'être utopiste. Je suis rêveur, mais pas utopiste. Un récit technologique, quand Laurent parlait d'espoir, c'est ça, c'est du rêve. La différence entre les rêveurs et les pessimistes, c'est la probabilité de confiance qu'on donne dans un avenir qui est plus ou moins radieux. Les rêveurs vont avoir tendance à essayer d'imaginer des avenirs, les pessimistes vont avoir tendance à imaginer des avenirs un peu moins enviables. La différence entre les rêveurs et les utopistes, c'est que les utopistes pensent qu'il suffit de croire très très fort à un certain avenir pour que ça apparaisse et que ça se fasse. Les rêveurs imaginent des futurs et se disent « Ok, mais à quelles conditions en fait c'est possible ? C'est quoi vraiment ? Qu'est-ce qui est possible ? Où sont les limites ?» Et du coup, ça réclame un certain courage,
et c'est ce courage dont on a besoin. Moi, ce futur, il me motive. J'ai envie de me lever le lundi matin et d'y travailler. Mais par contre, je suis rigoureux dans la possibilité, enfin, dans l'étude des possibilités, dans l'étude de ce qu'il faut mettre en place. Ça veut dire que ça va être dur, ça va être chiant, mais je suis prêt à le faire parce que c'est un récit qui m'intéresse. Et on verra où ça nous mène. Et du coup, pour retomber sur la question que tu posais au début, moi, c'est ça qui m'anime. Et en fait, ça nécessite d'aller creuser vraiment quelles sont les contraintes qui s'appliquent en fait à mon imaginaire. Moi, j'aimerais bien qu'on avance technologiquement sur certains plans, ok, mais d'accord, ça réclame quelles ressources, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Se fixer un cap, qui est un plan sur la comète, et après avoir la rigueur et le courage de dire bon, d'accord, mais du coup, je vais vraiment chercher les contraintes pour comprendre à quel point c'est faisable. Et du coup, au Shift, on travaille beaucoup sur l'objectivisation des contraintes. C'est-à-dire, on prend une technologie, voilà, ça coûte tant de kilowattheures pour le produire et pour le faire fonctionner, tant de tonnes de tel métal. Est-ce qu'on en a assez pour faire 50 milliards d'objets connectés? Spoiler, non. Donc, il y a des choix à faire. Donc, cet univers technologique, puisqu'il n'est pas possible avec les contraintes physiques, comment je l'adapte? Où est-ce qu'il y a l'essentiel des services que ça m'apporte? Quelles sont, dans cet imaginaire, les parties que je veux absolument faire exister? Et qu'est-ce qui est du superflu? Et là, on travaille vraiment à la sobriété, en fait. C'est-à-dire qu'on va épurer les trucs, on va dire non, mais c'est ça, le tronc, c'est vraiment ça que je veux faire exister et j'y travaille. Et du coup, ça devient compatible avec la transition. Parce que ce n'est pas un rêve en disant ça va bien se passer. Non, ça réclame une rigueur et un travail d'ampleur, en fait. Et du coup, la boucle est bouclée puisque vous présentez, vous réfléchissez au Shift avec le grand plan de transformation à justement quel peut être le monde en 2030 sous ces contraintes. Et Laurent, toi, tu t'es librement inspiré de ce monde en 2030 pour inventer un nouveau récit justement technologique qui montre un monde enviable à partir de ces contraintes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, enviable, je ne sais pas si c'est enviable, parce que, encore une fois, on a dit rêve tout à l'heure, on a parlé d'espoir, mais l'espoir, il ne doit pas être naïf. L'espoir, c'est comme une sorte de courage qui est lancé dans l'adversité. Donc là, je pense que la nouvelle, elle était plutôt justement une réponse avec de l'espoir à des hypothèses de départ qui étaient finalement assez dystopiques, réalistes mais dystopiques, réalistes et assez déprimantes. Donc l'idée, c'était de raconter une histoire où en fait on arrive quand même à se projeter. On n'est pas ce phénomène de rejet qu'on a souvent, parce que souvent la dystopie ça marche comme ça, hein, c'est que c'est déjà la fin du monde. Donc en fait le simple fait de me dire que c'est après l'apocalypse, je dis pépère, non mais c'est après quoi. Donc là non, c'était plutôt de dire non, tu commences exactement là où tu en es toi aujourd'hui dans ta vie, avec juste un tout petit peu, quelques tout petits changements. Et l'idée, c'était en fait de faire jouer ces hypothèses-là de façon assez visuelle, avec un petit garçon qui pédale dans la campagne pour aller faire une course pour sa grand-mère. Donc ça commence quelque chose de très très simple. En fait, à travers ses yeux, on arrive à voir, à décrypter les choses qu'on peut lire dans le plan de transformation, c'est-à-dire en termes de sources d'énergie, en termes de nouvelles pratiques, peut-être un peu plus économes. Mais après aussi, je me suis amusé à mettre un fond, tirer une sorte d'horizon, de focal un peu plus large, pour que justement on puisse aussi rêver un petit peu. Que ce soit pas simplement les hypothèses que très sérieusement le Shift a utilisées, mais aussi peut-être de dire, ok, aujourd'hui, grâce à des gens comme le Shift, on se concentre sur un problème très important qui est la décarbonation. Comment est-ce que ce problème, en fait, il trouve sa place dans l'ensemble des problèmes qui nous permettent d'imaginer un avenir, on va dire, à peu près enviable, pour reprendre le terme. Ok. Et du coup, Maxime, tu l'as un peu évoqué, mais je voudrais quand même reparler de ce sujet parce que c'est quand même un sujet de fond assez important. C'est en fait la contrainte des ressources minérales, parce que en permanence, on nous parle on parle de technologie, on parle de plein de solutions et de progrès technologiques, mais rapidement, parce qu'il nous reste 5 minutes avant de prendre des questions, donc il va falloir faire rapide. Le sujet est très vaste, mais où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est envisageable aujourd'hui technologiquement, qu'est-ce qui l'est pas aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, parce que sur les ressources, on est en train de faire le travail de comptabilité pour savoir. En fait, ce qui est concrètement, ça va pas se concrétiser en disant ça oui, ça non.
C'est-à-dire qu'on va avoir des arbitrages. Et le plan, plus que de décrire le plan de transformation de l'économie française qu'on est en train de construire au Shift, plus que de décrire le monde transité en 2030 comme il va falloir qu'il marche, il va juste faire apparaître les arbitrages qu'il va falloir débattre. C'est-à-dire que si on veut faire ça, on ne peut pas faire ça et ça. Ça utilise le même truc. Et finalement, c'est de la comptabilité de base. Tout le monde sait que si j'ai 20 balles et que j'en utilise 10, il ne m'en reste que 10. Mais étonnamment, avec les ressources de la planète, on s'est dit non, ça va. Bon. Et du coup, c'est juste ça qui va apparaître. C'est-à-dire que suivant les directions qu'on prend, suivant les choix technologiques, sociétaux qu'on va faire, c'est que des vases communicants. Donc, il va y avoir des arbitrages à faire. Et donc, quelles technologies sont viables ou pas, je ne sais pas. Par contre, les courbes qui font ça en nombre d'appareils connectés, en nombre de voitures par personne, en fait, il y a un moment où, OK, mais du coup, on produit plus que ça, quoi. Et c'est ce truc qui se cache, c'est que tout le monde fait ses scénarios en disant ouais, ça va monter, ça va être fou. Mais en fait, à aucun moment on a recroisé les trucs pour dire mais attendez, je comprends pas. En fait, si on utilise toutes les ressources pour faire ça, comment on fait l'autre truc? Et du coup, c'est ça qui va apparaître et c'est ça qui va vraiment être intéressant. Une fois qu'on commence vraiment à comprendre que la question n'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait, combien on le fait et qu'est-ce que je ne peux pas faire si je fais ça, là, du coup, il y a les vraies questions qui apparaissent. Oui, on est d'accord. Donc, brièvement, pour Oui. reprendre sur cette question aussi, je pense que moi, en tant qu'auteur, qui essaie d'imaginer le futur, et donc un futur qui me fait peur assez pour que ça plaise à mes lecteurs, et en même temps, moi qui vis avec, il y a deux choses en fait dans cette question. Il y en a une qui est effrayante pour notre système, on va dire, qui, même si tout le monde le déteste, permet à un très grand nombre de personnes de vivre confortablement. C'est que généralement, quand quelque chose se raréfie, il y a une chose magique qui arrive en économie, c'est que le prix monte. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qui va se passer. Et si ça se passe, ça veut dire que des choses qui nous semblent complètement banales aujourd'hui, ou relevant, on va dire, de l'équipement de base de quelqu'un qui vit dans un pays développé, en fait, vont devenir un produit réservé à une partie de la population. Donc ça veut dire creusement des inégalités. On a l'impression de vivre dans un monde très inégalitaire. En fait, là, on va peut-être découvrir ce que c'est véritablement des inégalités. La deuxième chose qui fait véritablement peur, c'est que ça, c'est dans un monde tel qu'on le connaît. C'est un monde qui est régi par l'économie et les échanges. Et c'est un monde qui, objectivement, a un intérêt à maintenir la paix pour continuer à échanger. Donc ça, c'est une hypothèse forte que tout le monde fait parce que ça fait 75 ans qu'on vit dedans. Mais en fait, elle est fausse relativement à l'histoire de l'humanité. C'est une bulle. Et effectivement, s'il y avait raréfaction de certaines, raréfaction simultanée et massive de certains ingrédients indispensables à la puissance de certains pays, là oui, on pourrait faire l'hypothèse d'un retour à une guerre, et une guerre grave, une guerre pas à mort, mais une guerre qui marque la fin d'une ère et d'une civilisation peut-être. Alors, on a eu des avis plutôt... on a quand même eu plutôt un consensus sur cette table ronde. Est-ce qu'il y a des gens qui... Enfin, aujourd'hui, il y a quand même... tous les mouvements écologistes ne partagent pas forcément cette vision de la technologie. Et on a souvent plusieurs courants qui s'opposent, surtout un courant un peu plus, beaucoup plus pro-low-tech, etc. Est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, dans la salle, il y a des gens qui veulent poser des questions ou rebondir sur ce côté-là, ou qui ne partagent pas forcément les avis qui viennent d'être partagés? Ou tout simplement une question, hein, ce n'est pas obligé d'être... Oui. Ma question, vous avez parlé d'espoir tout à l'heure, et je voulais savoir sur quoi reposait votre espoir. Est-ce que c'est sur votre ingéniosité, vous êtes tous les deux ingénieurs, votre capacité à réfléchir, concevoir des systèmes, des solutions qui vont permettre de présenter ensuite à l'ensemble, la population, voire l'humanité, des propositions qui vont être accueillies parce qu'elles auront été bien pensées et conçues par des cerveaux brillants et ingénieux, ou est-ce que votre espoir repose sur plutôt l'idée que l'humanité va trouver la sobriété, vous avez parlé de sobriété tout à l'heure et je pense que c'est un mot important, et va aller d'elle-même à une sobriété en trouvant par elle-même,
en concevant par elle-même qu'on vit dans un monde fini, aux ressources limitées, et qu'elle doit s'organiser autrement. Et là, dans cette question, alors vous aurez le droit de me répondre les deux, ce sera un peu de la triche, mais dans cette question, on répond un peu, je crois, au titre du débat, c'est-à-dire progrès technique, solution ou illusion. Là, je repose la question de savoir si l'espoir repose sur le progrès technique, même si vous êtes tous les deux d'accord, et je partage aussi par ailleurs vos points de vue. Donc, du coup, est-ce que la solution repose sur le progrès technique? Non. Mais oui. Je pense juste que le progrès technique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste... la technique est un outil à mettre au service du progrès. Donc, définissons progrès. Et en fait, le débat sur la définition de progrès, on ne l'a pas fait, quoi. Enfin, il est en cours, je veux dire, on n'est pas... Et du coup, d'où vient mon espoir et mon optimisme? Parce que je suis très optimiste. Pas du tout de mon ingéniosité, je ne me trouve pas spécialement ingénieux, encore moins de l'ingéniosité de personnes identifiées. Par contre, j'ai une grande confiance à l'intelligence collective, parce que la science, c'est pas Eureka, en vrai. Ça, c'est une jolie métaphore, on en a besoin, c'est cool. D'ailleurs, elle dit c'est une tradition, mais c'est une tradition, c'est une histoire en fait. La science, c'est pas Eureka, c'est que des constructions collectives. Jamais quelqu'un qui a la solution qui dit c'est bon. En fait, c'est juste des constructions collectives, on recroise des choses, on discute, et puis en fait, il y a 4000 personnes qui devraient crier Eureka en même temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai confiance en la science, au sens le plus large qu'on ait, parce que c'est une construction collective. Est-ce que je pense que l'humanité va se diriger tranquillement vers la sobriété? Je n'ai aucun doute sur le fait que notre société transite, dans le sens où, puisqu'il y a des contraintes physiques qui rendent la manière dont elle fonctionne aujourd'hui incompatible avec le futur, puisque la société fonctionne avec des mécaniques et des dynamiques qui sont incompatibles avec des contraintes physiques, alors les contraintes vont changer. Alors les dynamiques vont changer. Pourquoi? Parce que c'est des contraintes physiques, donc en fait, on pourra crier aussi fort qu'on veut croissance. Quand il n'y a plus rien à creuser, il n'y a plus rien à creuser, quoi. Et on pourra crier dans le trou vide, mais bon. Donc, je ne me fais pas de soucis sur le fait qu'on change les dynamiques de notre société, parce qu'il y a des contraintes physiques qui vont le forcer. Après, il y a les changements choisis et non choisis, et c'est juste que plus on les prend en amont, plus du coup on peut choisir, ce qu'on disait tout à l'heure, les arbitrages. Donc, plus on le fait tard, plus on perd le luxe de pouvoir faire des arbitrages. Donc, de décider, en fait, ça, on va l'abandonner, ça, on le garde. Et il y a un moment où les arbitrages, ils s'imposent, hop, on le fait, ça se fait un peu au hasard, et c'est rarement une bonne nouvelle. Et en plus, il y a souvent des gens qui meurent au passage quand on fait les trucs un peu rapidement. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est que je ne suis pas utopiste, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'en y croyant très, très, très fort, on va tranquillement se diriger vers un chemin de sobriété et de résilience. Par contre, je pense qu'on en est capable, qu'on a des outils d'intelligence collective qui sont puissants, et donc qu'il faut avoir le courage et le temps d'y travailler, quoi. Quand je parle d'outils d'intelligence collective puissants, je parle de trucs très, très concrets. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même des rapports qui sont publiés par le GIEC, qui sont un groupe d'experts mondial. C'est une des plus grandes réussites de la science, ce truc. On a un consensus scientifique à échelle mondiale qui est alimenté par l'intégralité des labos du monde, et on se met d'accord, et on construit un rapport, et après, tout le monde dit « OK ». Les accords de Paris, qu'ils n'aient pas été respectés, qu'on ait du mal, OK, mais il y a quand même un moment dans l'histoire où la quasi-totalité des pays du monde ont signé le même papier, qui n'était pas contraignant, soit. Mais il n'y a aucun autre moment dans l'histoire où tout le monde a décidé de signer le même papier. Il y a des gens qui préfèrent mourir que signer un papier non contraignant. Ça se voit souvent. Donc c'est quand même une réussite diplomatique, c'est quand même une mobilisation d'intelligence collective qui est forte. Et donc, bien sûr que ça ne suffit pas, qu'on en est loin. Enfin, bon, on n'est pas du tout sur la bonne courbe. On doit diminuer de 5%, on augmente, à part Covid, on augmente tranquillement de 2 à 3%. On est complètement off-track. Mais juste, on a les outils. On ne les a pas encore mobilisés, mais dans notre boîte à outils, on a pas mal de trucs qui font que, en fait, si on les agence bien, je pense qu'on peut sortir 2-3 trucs pas déconnants. Ouais.
juste en quelques mots pour répondre à votre question. Je pense que si on a cette image qu'il y a un professeur Folibus quelque part qui finalement continue de fournir des raisons de continuer à manger et à devenir bedonnant sans se poser de questions, je pense que ce modèle, effectivement, il est mort, et Dieu merci, parce que c'est pas ça qui fabrique la dignité dont je parlais tout à l'heure. La dignité pour tout le monde, pour celui qui sait, pour celui qui cherche, pour celui qui se pose des questions, pour celui qui est en train d'apprendre. Moi, je crois, en fait, j'ai envie de retourner un petit peu à la question. Je crois qu'en fait, la solution, elle n'est pas tant dans le scientifique qui va crier Eureka, ou les 4000 scientifiques qui vont crier Eureka, ou même pas peut-être dans les quelques milliers de scientifiques du GIEC. En fait, la réponse, elle est en fait chez vous, elle est chez chacun d'entre vous dans la salle. En fait, la technologie, elle n'est pas véritablement produite comme ça parce que des silex se sont frottés comme ça un peu au hasard. Elle répond tout le temps à une demande, et une demande collective. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas encore vraiment bien ressenti. Qu'en fait, les choses apparaissent parce que collectivement, nous les souhaitons. C'est fou quand même de se dire qu'on a créé un système qui fait apparaître, pas tout le temps, pas exactement comme on le souhaite, mais qui arrive à réaliser le vœu des masses. Donc je crois que nous, en tant qu'infime particule dans cette masse, il faut qu'on prenne toute notre responsabilité de la façon dont on désire. C'est-à-dire pas simplement la façon dont on va économiser en disant « Ah, de toute façon, c'est fini », ou « Il n'y a plus de ceci », ou « Il n'y a plus de cela ». Comment est-ce que je redeviens un homme de Néandertal en devenant moi-même quelque chose comme ça qui finalement gagne sa place, même pas au paradis, parce que c'est un paradis matérialiste. Donc c'est vraiment comment est-ce que finalement j'ai l'impression dans ma dépression d'être une bonne personne simplement parce que j'aurais moins consommé. Je crois que c'est plus comment est-ce que moi, dans mes aspirations individuelles et collectives, j'arrive à demander le rêve qui véritablement construit cette dignité à grande échelle. Voilà, moi, c'est plus ça que je ressens, voilà, individuellement et collectivement. J'ai envie de rebondir là-dessus. Parce qu'en travaillant sur le numérique au Shift, on a sur les usages numériques, notamment sur la vidéo, on a essayé de travailler pas mal sur le rapport entre l'échelle individuelle et l'échelle collective. Qui du coup se résume pas du tout au numérique, c'est dans la transition de manière générale. Ouais, qu'est-ce que moi je peux faire par rapport au collectif, et effectivement, en fait, il y a dans le numérique, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour diminuer son propre bilan carbone, quoi. Voilà, un smartphone, c'est l'impact carbone, il vient surtout de la phase de production. Donc en fait, si j'allonge la durée de vie de mon smartphone, et ben, du coup, je vais mécaniquement réduire mon impact carbone direct. C'est des actions qui sont très directes. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, c'est-à-dire qui sont quantitativement pas hyper intéressantes. Quand on parle de baisser la résolution des vidéos au maximum, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus profiter en s'arrêtant avant de ne plus pouvoir profiter du contenu, ça ne va pas avoir un effet quantitatif énorme, parce qu'en fait, la consommation électrique entre les différentes résolutions, c'est pas fou. Donc c'est pas... L'enjeu, il n'est pas là. On ne va pas changer le monde si on passe tous en 144p. C'est pas vrai. Par contre, ça permet, en se forçant à chaque fois de dire je la baisse au maximum, de comprendre de quelle résolution j'ai besoin, pour quel contenu, à quel moment, sur quel écran. Par exemple, on découvre que la 4K n'a pas d'intérêt sur un écran de smartphone. Ça n'en a pas. C'est trop petit, en fait. La HD, ça n'a pas toujours d'intérêt. Et en fait, je suis capable d'identifier mes propres besoins. Et effectivement, on a un rôle à jouer à titre individuel dans la construction de nos choix technologiques, parce que quand on nous propose une nouvelle technologie, c'est une intrication entre la réponse à une demande et une offre qui a envie qu'on la demande. Voilà, c'est une intrication. Et si moi, je ne me suis pas questionné sur mes besoins, ben, quand on me dit « Ah mais attends, ce téléphone, tu as la 4K sur le... » Ben, je vais dire ça doit être bien. Sauf qu'en fait, si je sais que j'en ai vraiment pas besoin, je vais pouvoir dire en fait non. Par contre, l'énergie, les matières et le budget carbone qu'on a utilisé pour produire ces téléphones avec un écran encore plus performant dont je n'ai vraiment pas besoin, j'ai regardé, je n'en ai pas besoin, ben, j'aimerais bien qu'on les mette dans autre chose. Et du coup, au niveau individuel, une fois qu'on a compris quels étaient nos besoins, là, on peut alimenter un débat collectif sur le choix technologique. On peut alimenter une réflexion collective sur quelle direction on donne, qu'est-ce qu'on sélectionne, en fait, dans la sélection naturelle de notre gros sac d'innovation, quoi, lesquels on va mettre dans notre sac progrès pour ensuite les agencer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors, je pense avoir compris vos points de vue, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la façon de présenter les choses actuellement d'éluder la question, une question parmi d'autres, mais celle de la gouvernance? C'est-à-dire que oui, la prise de conscience individuelle, la prise de conscience collective, elle est importante, mais aujourd'hui, même si moi je veux un autre système énergétique, même si moi je veux autre chose, même si tout le monde prend conscience ici ou dans cette nation ou sur Terre de ça, ceux qui prennent les décisions, ceux qui ont les capacités de levier aussi à un certain moment, à un point donné, qui pourraient faire des lois contraignantes, des choses contraignantes, eux ne le font pas. Est-ce que votre façon de présenter les choses n'élude pas, c'est ça la question, n'élude pas la question profonde qu'est la gouvernance, le choix? Ouais, je pense qu'il y a deux réponses déjà. Il y a une première réponse, c'est que on a quand même cette chance de vivre en démocratie, c'est que si vous vous arrangez pour faire que cette conviction soit générale, vous êtes certainement persuadé. Moi, je suis persuadé de plein de choses, ça ne se transforme pas en loi. Mais si je fais mon travail de me relier aux personnes qui croient la même chose que moi, si je fais le travail d'aller voir d'autres personnes pour les éveiller, j'ai la chance de vivre dans une démocratie. Et si on est suffisamment nombreux, peut-être un peu naïf, hein, vous allez me dire, ah non, c'est naïf, mais non, en fait, c'est pas naïf. Si vous avez une majorité de personnes qui pensent une chose dans un pays, heureusement ou malheureusement, ça se transforme en ce que feront vos gouvernants. Et peut-être, je vois des gens qui secouent la tête, tant mieux, il y a débat. Mais en fait, aujourd'hui, on est quand même dans des démocraties qui sont très malheureusement gouvernées par l'opinion. Et c'est ça d'ailleurs qu'on leur reproche. On leur reproche de ne pas être suffisamment audacieux ou fort, parce qu'en fait, eux, ils ont une sorte de baromètre qui fait que dès que de toute façon, ils mettent un pied en dehors de ce qui est recevable par l'opinion, c'est un scandale, c'est dérapage, c'est ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première réponse. Elle est plutôt triste. La deuxième, elle est plutôt heureuse et elle est, on va dire, tournée vers l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, depuis peut-être une vingtaine d'années, donc c'est tout neuf. Je veux dire, si on regarde l'histoire de l'imprimerie avait quand même plus de temps pour devenir à peu près opérationnelle que des choses comme les wikis ou les réseaux sociaux. Donc c'est deux choses. Ça a l'air tout simple, c'est dans vos vies, c'est devenu tellement banal, et en plus on ne paye pas ni pour l'un ni pour l'autre, on a l'impression que ça vaut rien. On n'a pas encore compris comment véritablement les hybrider. On n'a pas encore compris, on n'a pas encore véritablement essayé de multiplier leur puissance pour arriver à en faire des outils politiques qui permettent à des assemblées conscientes de se coaliser, de construire un programme et de le porter au plus haut niveau pour qu'il se transforme en décision publique. Et pour moi, ça c'est inéluctable, vous voyez, hein, c'est la fameuse loi de Murphy. Les deux, c'est comme si on avait les deux ingrédients qui sont comme ça, là, dans la même pièce. On n'a pas encore commencé à aller... On n'a pas mis un flacon dans l'autre, mais quand ça sera fait, en fait, la cristallisation sera inéluctable et ça transformera certainement notre manière de décider en groupe. Enfin, c'est un des points les plus importants de mon travail. C'est ce que je suis en train de faire, d'ailleurs, en tant que consultant. Moi, je pense pas qu'on l'ait éludé, non, parce qu'on a dit que du coup, il fallait vraiment creuser le sujet. Et en fait, je vais reposer la question. La question, c'est comment on fait pour que les décisions soient prises en cohérence avec un cap donné. Aujourd'hui, on n'a pas de cap. Aujourd'hui, on navigue à vue. D'ailleurs, même pas à vue, parce que personne ne regarde. On navigue, quoi. On n'a pas de cap et on dit on va transiter. Personne ne sait ce que c'est, donc il y en a certains qui mettent des ruches sur les toits, certains qui plantent des arbres, certains qui volent en avion puis qui plantent des arbres, certains qui arrêtent d'avoir un frigo, et certains qui révolutionnent leur modèle économique en disant en fait il faut vraiment tout changer. Bon, et du coup on n'a pas de cap. Donc en fait faut tracer un cap. Et en plus on a de la chance, c'est que sur la transition on a 2-3 trucs qui sont vachement quantifiables. On peut quantifier le cap de kilogrammes de CO2 émis, et ça nous permet de pas trop avoir à discuter, quoi. On sait que c'est 2, 3, 4 degrés, on choisit le chiffre, le chiffre pair, impair, on fait comme on veut. Puis après, on dit, bon voilà, on a le cap, on trace la courbe, c'est ce qu'on a fait aux accords de Paris. Et après, la question, c'est comment on tient ce cap. Et donc, forcément que la question de gouvernance arrive, parce qu'en fait, comment on tient ce cap, il y a forcément un moment où on pose la question, oui, mais du coup, comment sont prises les décisions ? Et aujourd'hui, on est dans un imaginaire
notamment technologique, je vais rester sur le sujet. Dans un imaginaire technologique, on a l'impression que personne n'a pris les décisions technologiques. La technologie, c'est juste un truc qui apparaît comme ça. C'est pas vrai, il y a des choix technologiques. Internet, la tête que ça a aujourd'hui, ça a été choisi. Il y a des milliards de modèles d'Internet différents. Donc on a choisi ce modèle, on a monétisé certains trucs, donc du coup ça a lancé des dynamiques. Et donc un choix technologique, c'est un choix sociétal. Ça enchaîne d'autres choix. Et donc sur le choix technologique, ça, une fois qu'on pose vraiment la question, on parle de choix. C'est de la gouvernance. Et du coup, en présentant la chose en deux échelles, avec l'échelle individuelle, l'échelle collective, on n'élude pas du tout la question de la gouvernance, puisqu'on dit, une fois que j'ai identifié mes besoins à titre individuel, là, je peux alimenter un débat collectif. Mais un débat collectif, pas juste pour s'occuper le dimanche matin, hein. Un débat collectif qui ensuite va aller alimenter la gouvernance, et donc la prise de décision, et donc les choix technologiques, les choix sociétaux. Donc bien sûr que la question, elle est centrale. Elle est difficile à poser, mais la question, c'est comment on fait pour que cette question de la gouvernance, comment on fait pour mettre les outils de la gouvernance au service du cap qu'on s'est dessiné. Mais bon, il y a plein de manières de le faire, hein. On peut bloquer des endroits, on peut juste discuter, on peut faire du lobbying comme le Shift fait, ou on peut organiser des festivals de cinéma. Ça fait partie de ce truc. Si on regarde vraiment ça comme un peu en dynamique des systèmes, c'est ce que disait Laurent, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui vont prendre du poids. Ça peut être un poids économique, ça peut être un poids politique, il y a plein de poids différents possibles. Et il y a des moments, ça fait pencher les balances. Et puis après, ça se réagrège, et puis voilà. La gouvernance, c'est ça, c'est comment on gère ces différents poids. Et du coup, parler de l'échelle individuelle, de l'échelle collective et du choix technologique, c'est précisément poser la question de la gouvernance, parce qu'on parle bien de choix et d'arbitrage. Et quand il y a arbitrage, l'arbitrage ne se fait que par la gouvernance. Il faut un collectif de personnes à un moment qui disent on préfère ça que ça. Pourquoi ? Parce que ça avait l'air d'être le mieux, quoi. Oui, encore, il reste 2 minutes. Donc. Est-ce qu'il y a une dernière question ou... Ouais. Oui, vous avez dit quelle chance on a de vivre dans une démocratie et quelle chance on a. Il y a, je pense, souvent un amalgame qui est fait entre la chance qu'on a d'avoir des libertés fondamentales, parce que les systèmes qui ne sont pas étiquetés comme des démocraties, ce sont des systèmes autoritaires, comme en Chine, et la liberté d'avoir le choix. Nous, on a peut-être des libertés fondamentales, mais on n'a pas le choix. Ça, c'est pas vrai. C'est la Convention citoyenne pour le climat est une preuve qu'on n'a pas le choix. Elles sont en train d'être détricotées, elles sont en train de... Enfin, voilà, c'est pas... Et pour moi, ce qui s'est passé là avec la CCC, c'est exactement... Enfin, pour moi, c'est un miracle de la démocratie que ce soit arrivé dans notre système, qui est un système de représentativité où on met une urne dans une boîte tous les 5 ans, on se délègue de la responsabilité du bien commun parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et ce qui s'est passé là avec la CCC, c'est incroyable. Quand on explique aux gens qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'ils pondent un truc plus pertinent que les 40 dernières années de politique sur le sujet environnemental, c'est quand même incroyable. Et ça montre que, comme a dit Maxime, c'est le pouvoir de la décision collective qui, pour moi, je voyais pas trop d'issue justement à cette prise de décision. Je voyais pas du tout comment on pouvait faire. Et la CCC, pour moi, je suis un grand fan de ce qui s'est passé parce que je me dis, mais voilà, on tire des gens au sort, on leur explique. Ils disent exactement ce que disent les associations et les scientifiques depuis des années. Ils pondent un truc super pertinent. Et donc, et c'est toujours pas trop écouté par les décisionnaires, mais voilà, moi, Quand je parlais de chance, c'était justement la chance de pouvoir faire ça, justement. Ah oui, c'est pas le cas dans les systèmes démocratiques. Non, mais à quel prix ? Parce que c'est une proposition du grand débat qui fait suite à des centaines de milliers de personnes qui sont allées marcher sur les Champs-Élysées en mettant le feu à du mobilier urbain. Faut recontextualiser le choix. Oui, on a le choix de pouvoir faire 9 mois de mobilisation pour pouvoir brandir une idée qui va peut-être pas finalement être prise. Et dans un système démocratique, peut-être on aurait tiré sur cette foule. C'est ça aussi. Donc je comprends pas très bien quand vous dites. Moi, je suis pas là pour faire l'apologie. Je fais l'apologie simplement de pouvoir parler comme ça librement sur une estrade. Déjà au moins ça. Mais si vous pouvez expliquer un petit peu mieux le système alternatif que vous imaginez. Oui, c'est ça. Je dis juste que évidemment qu'il y a pire. Mais ce que je dis, c'est que on est dans un système de représentativité pour moi où il n'y a pas de, il y a une illusion de choix, mais on n'a pas le choix. Et donc ce qui s'est passé avec la CCC,
qui est plus une démocratie participative. Pour moi, c'est ça l'issue. C'est pas, on est et les enjeux de gouvernance et les décisions qu'on prend. Maxime a dit quand on a fixé un cap, comment on y va. Pour moi, on va les atteindre on a beaucoup plus de chances de les atteindre comme ça que dans un système de représentativité qui est dominé par des intérêts, des conflits d'intérêts de partout et qui n'a aucune chance d'aboutir. Parce que les gens qui prennent les décisions n'ont aucun intérêt à suivre cet intérêt collectif. Attendez. Attendez, monsieur, j'ai juste... Ils n'ont pas été choisis au hasard et ils n'étaient pas obligés d'accepter leur participation. Attendez, je vais juste vous donner... On nous fait signe qu'il faut qu'on coupe. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense que la Convention sur le climat n'a pas été représentative parce que les gens ont été choisis au hasard, bien, mais ils n'étaient pas obligés d'accepter de participer à la Convention. Et donc, de fait, il y a eu un biais dans la représentation. Et si vous lanciez un plébiscite sur les propositions issues de cette Convention, je ne suis pas sûr qu'elle recueille la majorité des voix. Moi, je conclue en une phrase, du coup, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on arrête. Je voulais juste te répondre aussi. Quand tu dis « on n'a pas le choix », du coup, il faudra qu'on discute de comment on définit « on ». C'est quel, voilà. Et tu as dit que la CCC, c'était un miracle. Peut-être pas. C'est peut-être juste un truc émergent de dynamiques sous-jacentes qui se sont agrégées, et ce dont on parlait tout à l'heure. Ça s'agrège, et tout d'un coup, ça prend de l'importance, et paf, CCC. Donc, en fait, c'est juste ça. Après, c'est deux descriptions du même monde, hein. Mais on peut aussi le voir comme ça. Et du coup, on peut se dire, d'accord, mais alors, comment elles marchent, ces dynamiques, et comment on fait pour que, du coup, la gouvernance, elle s'adapte aux nouveaux enjeux. Du coup, on va conclure sur ce message d'espoir en espérant que les propositions, en tout cas le plus possible, soient retenues. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin du débat. Merci. Merci à tous les trois. Merci à vous pour votre participation. Juste avant que vous ne quittiez la salle, quelques informations. La prochaine séance, qui sera donc le film Wall-E, débutera dans une quinzaine de minutes. Pour ceux qui ont une place pour cette deuxième séance, on vous demande de quand même quitter la salle et de re-rentrer avec votre deuxième billet. En raison du protocole sanitaire, on vous demandera de quitter la salle juste par la porte qui se trouve sur votre gauche, ici. Voilà. Merci à tous. Pour la suite, pardon. Comment ? Oui. Ah oui, il y a des sandwichs qui vous attendent aussi à la sortie pour ceux qui ont faim. Donc, on a pensé à tout. Également, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre page YouTube, si vous voulez voir ou revoir les débats. Et puis surtout, restez informés pour la prochaine édition qui aura lieu l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup.